n'oubliez pas d'enregistrer, Monsieur Piron. Ouais, c'est parti. Donc, ce soir, nous avons pour travailler, pour réfléchir sur cette question de l'accessibilité dans le label Ouverture Internationale, Julie Chenet qui va se présenter, que je remercie de sa présence ce soir et je la remercie également du travail qu'on a pu faire en amont. Et puis Solveig Wattel, à qui je vais donner la parole immédiatement et qui va se présenter également. Le mieux, c'est que chacune des intervenantes se présente. Je vous laisse la parole. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je me présente. Merci Louis-Marie de ton invitation. Je suis Solveig Wattel. Je travaille au secrétariat général de l'enseignement catholique, plus précisément au pôle éducation, et j'ai fait partie du service accueil de tous, ayant en charge le dossier éducation inclusive, plus spécifiquement. Julie, je te passe la main. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julie Chenet. Alors, je suis enseignante spécialisée de formation. Et puis, la raison pour laquelle je me présente devant vous, c'est que je suis également responsable de la formation KPI sur deux régions, la région Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Et parallèlement à ça, je suis en 5e année de doctorat et je travaille autour des questions relatives aux environnements capacitants et à la collaboration interprofessionnelle. J'ai également à mon actif cette année deux groupes de recherche que j'accompagne, donc des enseignants spécialisés dans la création d'une intervention et d'une recherche-action autour de la mise en accessibilité des apprentissages dans les établissements. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Donc, ce que l'on vous proposait un petit peu, donc la principale intervenante, bien évidemment, notre experte sera Julie ce soir. Je voulais juste vous prendre 3 4 minutes avant de présenter l'accessibilité, ce que va faire Julie, et donner des exemples, et puis tisser cette accessibilité avec le label Ouverture Internationale, juste recontextualiser l'accessibilité au niveau de l'enseignement catholique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, c'est une année vraiment de célébration. On fête les 50 ans de la loi de 75, avec justement cet accueil de tous les élèves ayant droit à une scolarisation. On fête également les 20 ans de la loi 2005, donc celle qu'on avait appelée la loi handicap, qui avait été promulguée également à l'époque de Jacques Chirac. Mais cette notion d'accessibilité, d'accueil de tous les élèves, se trouve de façon très prégnante également, bien avant cela, dans l'enseignement catholique et dans nos statuts. Et c'était vraiment recontextualiser ce temps. Donc rassurez-vous, on ne va pas revoir les 330 articles ensemble, on ne verra même pas 1%, mais je voulais m'arrêter sur 2 3 articles avec vous pour montrer que véritablement cet accueil de tous les élèves n'est pas juste un effet de mode ou un côté festif ou une injonction, mais fait véritablement partie de l'ADN de notre école. Donc, je prendrai l'article 38, 39 et 119, pour ceux qui, bien sûr, vous les connaissez tous par cœur. Donc, je me permettrai de les relire et de les commenter extrêmement brièvement avant vraiment qu'on rentre sur c'est quoi l'accessibilité et comment ça se passe dans le label Ouverture Internationale. Le premier article, c'est véritablement l'école catholique est une école pour tous. Elle porte une attention plus particulière à toutes les formes de pauvreté. Euh, une école pour tous, c'est-à-dire que véritablement, nous sommes dans le principe fondamental de l'accessibilité. L'école catholique est vraiment définie comme une école pour tous. Cela implique qu'elle ne discrimine pas les élèves et qu'elle s'efforce, tant que faire se peut, dans le champ des possibles, d'accueillir tous les élèves sans distinction. Une attention plus particulière à toutes les formes de pauvreté, on voit cependant qu'il y a une priorité aux élèves les plus vulnérables et avoir finalement peut-être cette vulnérabilité comme une richesse. Il y a une attention qui est accordée à toutes les formes de pauvreté, qu'elles soient matérielles, sociales, ou bien liées à des situations ou à des contextes spécifiques. En tout cas, il y a vraiment cette volonté de placer tous les élèves au cœur des préoccupations de notre école. Si je prenais l'exemple de l'article 39, cette attention aux pauvres, aux faibles et aux petits commande à l'école catholique dans l'ensemble de ses composantes une générosité effective et une inventivité pédagogique constante.
Il y a un appel véritablement qui est fait de notre école à une solidarité concrète. On parle de générosité, certes, mais on parle de générosité effective, efficace. Cela ne se limite donc pas à une générosité que je pourrais appeler une générosité d'intention. Mais l'objectif, c'est que cela se traduise par des actions réelles envers les élèves, envers tous les élèves, y compris ceux qui sont en situation de fragilité. Cette idée aussi d'innovation pédagogique constante qui est rappelée dans nos statuts nous invite à faire preuve de créativité, d'adaptabilité dans nos pratiques pédagogiques et d'essayer de tendre vers cet idéal jamais atteint, mais toujours un petit peu dans notre esprit, d'une pédagogie accessible à tous les élèves pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. Enfin, je citerai un article un petit peu plus long pour finir, l'article 119. L'école catholique est une communauté sociale participant à la vie des autres communautés humaines, ouverte sur la réalité et non repliée sur elle-même. Ainsi, les élèves y grandissent comme des personnes capables de s'ouvrir toujours plus aux autres, à la réalité du monde, à Dieu et au service universel. Elle se veut un lieu privilégié pour la formation au sens de l'éthique personnelle et communautaire, au dialogue, à la coopération et au partage des différences. C'est ce que disait un petit peu Louis-Marie en préambule, c'est vraiment cette idée d'une école qui est une communauté ouverte et accessible. Elle fait véritablement partie intégrante de la société. Notre école est participative et non une école sanctuaire, isolée. On est véritablement au carrefour de beaucoup de choses, de beaucoup de monde. Cela implique qu'elle doit aussi refléter la diversité qui existe dans notre société. Cette idée d'éthique personnelle et communautaire, ben, c'est finalement aussi une invitation. Une invitation à une éthique de la coexistence. La formation offerte vise à sensibiliser les élèves au respect en soulignant l'importance du partage et du respect de toutes les différences. Et enfin, il y a bien ce mot de partage de différences à la fin. On a cette formation, cet encouragement à s'ouvrir aux autres, à accepter les différences, à renforcer la culture du dialogue, de la coopération et, en tout cas, on l'espère, de la fraternité. Donc, ces articles, comme beaucoup d'autres, réaffirment la volonté de rendre accessible à tous les élèves nos établissements par la reconnaissance et la priorité qui est faite à leurs besoins, aux besoins spécifiques de tous les élèves, y compris des élèves en situation de handicap. Une accessibilité également dans une communauté solidaire, former l'ensemble des élèves à la tolérance, à l'ouverture aux différences. Et enfin, se placer dans une perspective éthique et spirituelle, car en plus de l'accessibilité matérielle et pédagogique, il s'agit aussi de former des citoyens responsables, ouverts et sensibles aux enjeux humains et spirituels. Donc finalement, nos statuts nous invitent, par leur cadre un petit peu fort et clair, à garantir une école qui soit un espace accueillant et enrichissant pour tous les élèves. Donc, grâce à Julie ce soir, nous allons voir finalement comment on va, pour certains, hein, parce qu'on n'est pas tous spécialistes, on va vraiment revoir cette notion d'accessibilité. L'accessibilité, en gros, c'est quoi? Et comment elle se tisse au travers du label Ouverture internationale. Julie, je te passe la main. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre invitation et la confiance que vous me témoignez en m'invitant ce soir. Donc, alors, je vais partager mon écran et je vais vous expliquer un petit peu. Donc, si j'ai bien compris, j'ai à peu près 3/4 d'heure devant moi pour pouvoir vous expliquer les tenants et aboutissants de cette question complexe qu'est l'accessibilité universelle. Alors, hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Très bien.
Alors, l'objectif qui va être le mien ce soir va être en tout cas, et le vôtre, à travers mon propos, de comprendre les enjeux de l'accessibilité dans le cadre éducatif afin de penser les critères du label Ouverture internationale en matière d'accessibilité universelle. Alors, j'ai prévu 2 temps forts lors de mon discours. Le premier temps sera plus une partie théorique, effectivement, pour vous expliquer les tenants et aboutissants de la conception universelle des apprentissages avec une courte définition et quelques principes fondateurs de cette question d'accessibilité. Je m'arrêterai à ce moment-là pour récolter les questions s'il y en a. Et puis, le second temps sera dévolu au tissage, effectivement, de l'accessibilité à travers le label Ouverture internationale, avec la question relative à l'éthique qui se cache en tout cas derrière ce label à travers l'accessibilité, et puis une question qui visera une opérationnalisation, alors en sachant qu'il n'y a pas de recette à donner par rapport à l'accessibilité universelle, mais en tout cas j'ai pensé l'intervention à travers des points qui vont nous permettre de réfléchir sur une mise en acte de cette question de l'accessibilité à travers le label Ouverture internationale. Donc, je vous invite à poser des questions dans le chat si jamais vous en avez en cours de propos, en sachant que, encore une fois, je m'arrêterai après la définition pour récolter les questions qui surviendraient à partir de mon propos. Donc, il m'a semblé important de revenir très rapidement sur l'héritage encombrant de notre pays, en tout cas par rapport aux questions relatives à l'éducation inclusive et à l'accueil de tous les élèves dans notre système éducatif. Donc, on est parti avant les années 75 de phases qu'on qualifie de séparatives, durant lesquelles les élèves étaient exclus du système éducatif. Donc, c'est les deux premières, les deux premiers cercles que vous avez sous les yeux. À partir de 75, on est entré dans une logique intégrative avec l'idée de scolariser les élèves dans le système éducatif dit ordinaire à travers des mesures compensatoires et des mesures de remédiation. Alors à ce moment-là, il était question de faire en sorte en tout cas que ce soit les élèves et les usagers qui s'adaptent au système éducatif pour pouvoir prétendre à la scolarisation à laquelle ils avaient droit. À partir de 2005, donc effectivement, je reprends les propos de Solveig, on va fêter la loi de 2005 en février prochain. Donc, une injonction nous a été donnée de scolariser l'ensemble des élèves dans le système éducatif dit ordinaire. Donc, il y a eu toute une période 2005-2013 qu'on qualifie de période inclusive, à savoir qu'on demande et qu'on enjoint l'environnement éducatif et scolaire de s'adapter aux besoins des élèves et ça n'est plus aux élèves de s'adapter à l'environnement. Donc, on a un changement paradigmatique qui est assez fort à ce moment-là puisque ça re-questionne la forme scolaire ordinaire et ça re-questionne les capacités des environnements scolaires à pouvoir s'ajuster à différents besoins. Alors, ça a évidemment mis le système sous tension et en tension, puisque les enseignants se sont retrouvés avec une diversité d'élèves scolarisés dans leur classe, sans pour autant être formés à. Donc, c'est quelque chose qui dénonce beaucoup aujourd'hui. On y reviendra. Et avec des familles qui ont aussi étaient assujettis à des parcours qu'on peut qualifier des parcours du combattant, puisqu'on avait des situations d'élèves qui étaient de l'ordre, enfin, qui parfois en tout cas, il y avait des inepties du type, les élèves étaient bien inscrits dans leur classe et dans leur établissement de quartier, mais avec des temps de scolarisation qui parfois frôlaient les 1 heure par semaine. Donc la loi de 2013, la loi de refondation de l'école, a revendiquer l'idée que les élèves ne devaient pas seulement être scolarisés et inscrits dans les classes, mais Oui, aussi participer socialement à ce qui était attendu, et donc avec une obligation de leur faire acquérir des compétences. Donc, ils n'étaient plus oui. seulement exclus. Bonsoir Greg. Je suis en visio. Donc Charles Gardou et Pierre Bourdieu parleraient des exclus de l'intérieur, c'est-à-dire ou de l'insularisation du handicap, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des situations dans lesquelles les élèves étaient bien géographiquement et physiquement dans l'école, mais ils ne participaient pas aux activités qui leur étaient données. Et puis depuis 2019 est arrivée cette question
alors en tout cas dans le paysage français, relatif à l'accessibilité universelle. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est attendu par rapport à cette question d'accessibilité qui va nécessiter un changement profond de la part des pratiques professionnelles, mais pour lesquelles, en tout cas, on va se retrouver face à des obstacles qu'on va tenter d'identifier maintenant. Donc, je vous laisse prendre connaissance de cette image que j'ai trouvée sur LinkedIn récemment. Donc, pourquoi tu ne fais pas comme Jean? Bah, parce que je m'appelle Paul. Alors, effectivement, hein, l'accessibilité universelle, alors c'est la naissance de cette notion vient du Québec, avec l'idée qu'effectivement, il n'y a pas plusieurs personnes qui apprennent de la même manière. Alors, au Québec, au démarrage de cette question d'accessibilité universelle, c'est né de l'architecture, c'est-à-dire que on a pensé, on le voit aussi aujourd'hui en France, et c'est une bonne illustration, je trouve, le fait de rendre accessible l'ensemble des bâtis, publics notamment, pour pouvoir permettre à chacun d'entrer dans les structures publiques. Alors, par exemple, si on prend les ascenseurs aujourd'hui, les rampes d'accès, donc l'idée étant que les architectes doivent anticiper l'ensemble des obstacles que peuvent rencontrer les usagers pour pouvoir entrer dans des bâtiments publics. Et nous, en tant qu'enseignants, on va devoir se nourrir de cette vision et de cette éthique-là pour pouvoir rendre accessible et évoquer la question de l'accessibilité pédagogique et didactique. Donc avec un enjeu majeur, puisque comme vous le voyez ici, alors c'est un graphique qui est issu du rapport de la Cour des comptes de septembre 2024, donc qui est assez récent sur les questions relatives à l'école inclusive et qui montre que l'effectif des élèves en situation de handicap a triplé depuis l'arrivée de la loi 2005 et donc à la rentrée dernière, on était à 436 000 élèves environ scolarisés premier, second degré confondus dans les établissements, ce qui, encore une fois, a mis les enseignants et les établissements en tension par rapport à l'accueil et à la scolarisation de ces élèves. Même si, évidemment, hein, Solveig l'a aussi très bien dit, la question de l'éducation inclusive ne concerne pas uniquement les élèves en situation de handicap et le public vulnérable, mais concerne bien l'ensemble des élèves et des usagers des établissements scolaires. Alors, je ne vais pas revenir spécifiquement sur ces différents textes, mais il m'a semblé important d'inscrire mon propos en fonction des textes fondateurs de l'éducation inclusive, alors internationaux et nationaux. Donc, avec la déclaration de Salamanque, par exemple, en 94, qui a rappelé la singularité de chaque enfant et l'obligation de prendre en compte, alors ce qu'on appelait à l'époque les besoins éducatifs particuliers, on reviendra sur cette terminologie aujourd'hui, et de façon à concevoir l'approche éducative selon la diversité. Et c'est la première fois qu'on entend parler d'accessibilité aux écoles dites ordinaires. Donc c'est vraiment un point fort, la déclaration de Salamanque. Elle a fondé là où on en est aujourd'hui, en tout cas la réflexion sur laquelle on se positionne aujourd'hui. Ensuite, on a eu un autre texte en 96, 2 ans plus tard, donc la charte du Luxembourg, qui a rappelé là aussi, et on va retrouver le projet d'enseignement catholique, le fait que l'école est bien une école pour tous et pour chacun, et que l'élève doit être au centre d'un projet global d'établissement. En 2006, texte extrêmement fort sur lequel on s'appuie majoritairement aujourd'hui dans tous les textes législatifs français et internationaux, c'est le texte de l'ONU, donc la Convention des droits des personnes handicapées, donc, qui a été ratifiée par la France en 2010 et qui rappelle qui donne en tout cas toutes les recommandations des droits des personnes en situation de handicap et le fait de rencontrer la diversité dans l'éducation, donc on va qualifier d'inclusive. Alors, chez nous, la loi du 11 février 2005, oui, pardon, j'ai lu dans le mauvais sens, mais la loi du 11 février 2005, donc, qui rappelle le droit et l'obligation, en tout cas, de respecter les droits communs des élèves dans le cadre de la scolarisation. Et puis, un autre texte fondateur sur lequel on s'appuie aujourd'hui, c'est la déclaration d'Incheon, et donc qui a été mise en place par l'UNESCO en 2015, avec les objectifs de développement durable sur lesquels on reviendra. Alors, aujourd'hui, on parle d'acte 2 de l'école inclusive. L'acte 1 s'étant situé depuis la loi de 2005 et donc qui a été un passage obligé
qui a mis en tension effectivement les établissements, mais où on a vu une massification d'élèves en situation de handicap, notamment, qui sont arrivés dans les établissements, qui a mis le système en tension. Et donc là, on parle d'acte 2, puisque deux impératifs sont soulevés par le rapport de la Cour des comptes, de façon à rendre opérationnelle et plus qualitative, en tout cas, cette question de l'éducation inclusive, puisque quantitativement parlant, on peut observer une réussite, c'est-à-dire qu'on vient de le voir, on a 436 000 élèves qui sont scolarisés dans les établissements scolaires aujourd'hui, élèves en situation de handicap. Pour autant, en termes de qualité, la France, en tout cas, n'est encore pas à la hauteur de ce qui est préconisé dans les textes de l'ONU et de l'UNESCO. Donc, deux impératifs sont soulignés en septembre et donc qui inscrivent aussi mon propos aujourd'hui, c'est-à-dire penser et mettre en œuvre l'accessibilité à tous les niveaux. Donc, on va revenir sur qu'est-ce qu'on entend par tous les niveaux. Et puis, la deuxième entrée, le deuxième axe fort qui ressort de ce rapport de la Cour des comptes, c'est l'entrée du médico-social et l'arrivée du médico-social dans l'école pour permettre justement une qualité dans l'accueil et dans la scolarisation de l'ensemble des élèves. Alors, vous l'aurez observé, je parle d'accueil et de scolarisation et je fais la distinction entre les deux, puisque accueil, c'est bien faire en sorte que les élèves puissent être inscrits dans leur établissement de quartier, donc c'est la loi. La scolarisation, donc 2013, on est bien sur une obligation de la part des établissements et des enseignants de permettre aux élèves d'acquérir des compétences et de participer socialement. Donc là, je m'appuie sur tous les travaux de Serge Ebersold notamment, de Greta Pelgrims, tous des chercheurs qui travaillent autour de la scolarisation effective et de la participation sociale, cognitive des élèves dans le cadre de leur scolarité. Donc, au niveau des fondamentaux de l'accessibilité, alors je vous ai mis cette photo puisque on sort des Jeux paralympiques. Et force est de constater, alors même s'il y a des choses qui sont à dénoncer dans ces Jeux paralympiques, et notamment le fait que les Jeux paralympiques soient mis à part et à côté et en parallèle des Jeux olympiques, mais si on met de côté cette question-là, en termes de structure, il a été démontré que de manière qualitative en tout cas, la France avait mené une réflexion qui avait permis aux athlètes handicapés notamment de pouvoir participer de manière qualitative à ces Jeux olympiques. Ce qui signifie que quand on se donne les moyens et quand les politiques éducatives vont dans ce sens-là, il y a des choses qui sont possibles. Je pense que vous avez déjà vu passer, si vous vous êtes intéressé à l'éducation inclusive, ce graphique-là, alors qui est réajusté au gré des différentes réflexions et des différentes recherches sur la question de l'accessibilité. Donc, quand on était dans une période intégrative, on parlait d'égalité simple, c'est-à-dire on va donner la même chose à tout le monde pour pouvoir leur permettre d'entrer dans les apprentissages. Donc là, on voit bien que ça crée de la stigmatisation et que ça empêche en tout cas et que ça génère des obstacles aux apprentissages. La deuxième photo, c'est l'équité par compensation. Donc, c'est l'idée de donner le plus à ceux qui ont le moins. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la scolarisation des élèves, quand vous avez des élèves avec un PPS, donc un dossier MDPH qui bénéficie d'un dispositif ULIS, par exemple, on est bien dans une mesure compensatoire. Les AESH sont des mesures compensatoires. Donc, on a besoin de cette idée de la compensation pour pouvoir permettre à chacun d'être inscrit dans un établissement et de pouvoir suivre les apprentissages qui sont dévolus. Et puis, on va tendre, donc comme le disait Solveig aussi tout à l'heure, c'est bien un horizon, et par définition, un horizon, ça ne s'atteint pas, mais ça permet d'avoir une ligne directrice vers laquelle on va tendre pour pouvoir mettre en place et mettre en acte des situations plus accessibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que là, on a agi sur l'environnement, comme vous le voyez, et on a enlevé les obstacles pour pouvoir permettre à chacun d'être dans un apprentissage équitable, qualifié d'équitable en tout cas. Alors, les enjeux de l'accessibilité au niveau de la définition, donc la CIDPH, donc en 2006, la Convention internationale des droits des personnes handicapées a donné cette définition à la conception universelle, c'est-à-dire un ensemble de mesures, dispositifs et aménagements qui permettent, dans la mesure du possible, on reviendra aussi sur cette singularité, à toute personne, quelles que soient ses capacités physiques, sensorielles, cognitives ou mentales, d'accéder de manière autonome et équitable à l'ensemble des environnements, services, produits, informations et activités. Elle vise à garantir l'égalité des chances et à favoriser l'inclusion sociale,
professionnelle et éducative. Donc, comme vous le voyez, cette définition, elle s'adresse à tout individu et on sort du champ de l'éducation. On est bien dans une visée de société inclusive, donc qui prend en considération les caractéristiques singulières de chacun et dans laquelle va s'inscrire l'éducation euh, pour ce qui nous concerne. Dans l'idée de conception universelle, euh, par rapport à ce qui était mis en place aujourd'hui, donc je vais faire la distinction entre l'éducation dite intégrative et puis l'éducation universelle. Jusqu'à présent, on intervenait auprès des élèves a posteriori, c'est-à-dire qu'on identifiait des besoins d'élèves, des diagnostics étaient posés, des problématiques étaient identifiées, des singularités, etc. Et on prévoyait des adaptations et des aménagements. C'est tout le courant de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire que au préalable et avant même d'engendrer et d'engager des aménagements, on avait l'obligation d'identifier des besoins. Aujourd'hui, la tendance s'est complètement renversée, c'est-à-dire qu'avec cette idée d'accessibilité universelle, on va penser non pas les élèves, mais on va penser l'environnement et le collectif. C'est-à-dire qu'on va se décharger de la question des élèves. Alors, ce qui va permettre de gagner du temps et d'être économe par rapport à la scolarisation de l'ensemble des élèves. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de la part des enseignants. Moi, dans ma classe, j'ai 3 élèves qui ont un PPS, j'ai 4 élèves qui ont un PAP, j'ai 2 élèves qui ont tel diagnostic, tel autre pour lesquels les diagnostics ne sont pas posés. Si je dois individualiser mon enseignement pour chacun de ces élèves-là, en fait, c'est impossible. Effectivement, quand on entre dans cette logique-là, donc on qualifie d'une entrée défectologique et donc biomédicale par le diagnostic et par le trouble, on va s'épuiser. Enfin, de la part des enseignants, en tout cas, c'est le retour qu'on peut avoir, mais à juste titre, puisqu'il est impossible avec 30 élèves, comme on l'a aujourd'hui en moyenne dans nos classes, d'individualiser et de personnaliser l'enseignement. Donc là, avec la question de l'accessibilité universelle, on va plutôt penser environnement et essayer d'identifier tous les obstacles que peuvent rencontrer les élèves indépendamment de leur singularité, donc troubles ou autres, pour pouvoir permettre de manière proactive de créer des environnements dits inclusifs dès le départ, plutôt que de devoir s'adapter a posteriori et adapter a posteriori. Chaque individu, dans l'idée en tout cas, chaque individu, indépendamment de ses caractéristiques et de ses capacités, peut participer à ce moment-là pleinement de manière autonome, avec l'idée que ce qui peut servir à certains va être au bénéfice de tous. Donc, quelques principes clés de cette question. Alors, je vais assez vite puisque le temps est compté. Évidemment, on pourrait creuser davantage et je vous invite en tout cas à noter vos questions si vous en avez. Les principes clés de cette question d'accessibilité, c'est qu'on va répondre à l'ensemble des besoins. Indépendamment, encore une fois, des caractéristiques, on va penser l'aménagement de l'environnement. Alors, je vais donner quelques exemples ensuite, hein. C'est un enseignement qui va être explicite, c'est-à-dire qu'on va expliciter toutes les attentes qu'on va avoir par rapport aux objectifs d'apprentissage qui sont les nôtres. C'est un enseignement qui maintient un niveau d'exigence pour tous, même pour les élèves les plus fragiles. C'est un enseignement qui va se vouloir flexible, c'est-à-dire qu'on va s'ajuster au gré de ce qu'on va pouvoir rencontrer et on va réguler autant que faire se peut. Et puis la question de l'anticipation, ici, elle est centrale, puisque si je prends un exemple concret, vous êtes dans une classe de CE1, vous devez travailler la multiplication en tant qu'enseignant. En tout cas, on va inviter les enseignants à se poser la question autour de l'analyse de la tâche et de savoir quels sont les obstacles didactiques que peuvent rencontrer n'importe quel élève, j'insiste là-dessus, n'importe quel élève dans la tâche qu'on va leur proposer pour pouvoir entrer et mener à terme la tâche qui leur est proposée. On va donc anticiper non seulement les obstacles didactiques, mais aussi les obstacles transversaux liés à l'enroulement dans la tâche, à la planification, enfin à toutes les fonctions exécutives, de façon à pouvoir permettre à l'ensemble des élèves d'entrer dans ce qu'on leur propose. Ce qui va générer non pas par rapport à ce qui était fait jusqu'à aujourd'hui, d'entrer dans quelque chose d'individuel et de personnalisé, mais de créer des groupes, des groupes d'aménagement pour lesquels et dans lesquels les élèves vont pouvoir s'inscrire en toute connaissance de cause.
ce qui va aussi avoir comme effet de travailler avec les élèves sur la connaissance de leur propre fonctionnement cognitif. Donc, ça va sous-entendre pour les enseignants de réentrer dans une dynamique de formation pour pouvoir se former aux analyses de tâches notamment, mais aussi à la mise en accessibilité d'environnement. Alors, on va voir que l'accessibilité, elle n'est pas uniquement pédagogique et didactique, elle est beaucoup plus large que ça, elle est aussi physique, sensorielle, enfin, il y a plusieurs principes clés. Donc, les environnements ici, produits et services, doivent être conçus de manière à être utilisables par tous, sans nécessité d'adaptation ou de situation spécialisée. Si je vous donne un exemple par rapport à l'architecture, qui est beaucoup plus parlant pour nous, c'est aujourd'hui quand vous prenez, par exemple, un ascenseur, dans un bâtiment public qui est assez récent, vous avez, j'imagine, vous vous êtes rendu compte que on a une voix qui nous dit l'ascenseur monte, vous êtes au deuxième étage ou au troisième étage. Vous, en tant qu'usager, vous n'en avez pas forcément besoin. En revanche, ça a été pensé par l'architecte de façon à ce que, au moment où quelqu'un en aura besoin, il puisse avoir l'aménagement dont il a besoin pour pouvoir entrer dans ce bâtiment. Si je prends un autre exemple, la rampe d'accès ou l'ascenseur par rapport à l'escalier, alors ça a été pensé pour les personnes à mobilité réduite au départ, mais nous aussi, en tant qu'usagers, il nous arrive, alors soit les parents qui ont une poussette vont pouvoir utiliser la rampe d'accès. Si vous vous êtes cassé une jambe et que vous êtes en béquille, vous allez pouvoir utiliser la rampe d'accès ou l'ascenseur et non l'escalier. Si vous n'êtes pas en forme et que vous êtes fatigué, vous pouvez aussi faire l'économie de prendre les escaliers pour prendre l'ascenseur. Et en fait, l'idée qui se cache derrière par rapport à la pédagogie, c'est celle-ci. C'est-à-dire, on anticipe tout et on verra bien si les élèves peuvent utiliser ces aménagements ou non. Ça, c'est le principe clé et phare, en tout cas, de l'accessibilité universelle. C'est vraiment d'anticiper un maximum d'aménagements. La recherche montre que quand on pense notre enseignement de cette manière-là, on répond déjà à 80% des besoins, ce qui est conséquent par rapport à entrer dans quelque chose d'individuel. Donc, ça veut dire que pour les 20% restants, les élèves les plus fragiles, eux vont avoir besoin et ça va nécessiter en tout cas un étayage supplémentaire et donc le recours soit à des professionnels, soit à des enseignants spécialisés, etc. Mais c'est bien dans un second temps. On a déjà pensé la majorité des élèves avant de penser aux caractéristiques propres liées au handicap ou non d'ailleurs. Donc, différentes dimensions sont travaillées et donc on va arriver petit à petit au label ouverture internationale qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va se poser la question dans les établissements de l'accessibilité physique, sensorielle, cognitive, numérique et pédagogique. Donc, ce sont les 5 entrées majoritaires sur lesquelles vont se pencher les établissements pour pouvoir penser accessibilité universelle. Alors, j'en ai fini avec la partie théorique, encore une fois, qui est très rapide, mais qui vous permet d'avoir, j'espère, une visée et une vision de ce qu'est l'accessibilité universelle. Alors, je vais enlever mon partage d'écran le temps de vous voir et de répondre à vos questions, s'il y en a. Alors, est-ce que vous levez la main pour poser des questions si vous voulez bien, et vous rallumerez votre micro pour pouvoir la poser. Bon, bon, bon. La notion d'accessibilité, telle que de la présenter Julie, est claire pour tout le monde. Parce qu'après, on va le mettre au service du label Ouverture internationale. Donc là, on va plus être dans le pratico-pratique, mais déjà qu'on s'entende sur ce dont on parle. Oui, c'est très clair, je lis dans le chat, merci. Voilà. Mm. Alors, peut-être que les questions viendront Oui, après oui, par on va rapport au avancer. label. Eh bien, à toi, Julie. Alors. Donc voilà, effectivement, je vais mettre en parallèle donc
le label ouverture internationale, les différentes thématiques qui sont traitées dans ce label et qui permettent aux établissements d'être labellisés de façon internationale en lien avec l'accessibilité. En sachant que à la lecture du cahier des charges de cette labellisation, on sent même si ce n'est pas suffisamment explicite en termes d'accessibilité et d'inclusivité, qu'il y a cette couleur d'accessibilité universelle qui transparaît dans l'ensemble des items qui sont traités et des critères. Alors, lorsque j'ai préparé cette intervention, j'ai aussi travaillé autour des établissements. Aujourd'hui, il y a plusieurs établissements qui s'inscrivent dans une dynamique de co-construction d'établissements dits universels, notamment en Ille-et-Vilaine. Donc, c'est porté par Thomas Enfrin et par Véronique Poutou, avec cette idée donc d'universalité à tous les niveaux. Donc, les différentes thématiques qui sont traitées pour pouvoir qualifier un établissement comme étant universel, donc au sens d'accessibilité. Donc là, par rapport à toutes les recommandations internationales, hein, encore une fois, tous mes propos s'appuient notamment sur le texte de l'ONU, donc la CIDPH, pardon, et puis la déclaration d'Incheon avec les objectifs de développement durable. Donc, ils ont identifié 6 thématiques et 6 entrées sur lesquelles ils portent une réflexion et une attention particulière pour pouvoir qualifier leur établissement comme étant universel ou non, enfin, plus ou moins universel. Donc la première, alors vous avez en haut de cette diapositive les différentes thématiques qui sont travaillées pour pouvoir réfléchir et qualifier un établissement comme étant un établissement universel. Et puis en bas, j'y ai mis les 3, 4 grandes, puisque au niveau de favoriser l'ouverture internationale par les langues et la mobilité, on a d'un côté les élèves et d'un côté le personnel. Et donc, on va les discuter en tout cas et les mettre en perspective par rapport aux différentes thématiques de l'accessibilité. Donc, dans un premier temps, on a la question des espaces. Est-ce que les établissements inclusifs, alors on ne reviendra pas sur chacun des items de manière spécifique, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une vision systémique de l'écosystème établissement en termes d'accessibilité. Donc, optimiser les espaces pour le bien-être de tous. Faire équipe pour penser l'accessibilité. Alors ça, on le voit, ça transparaît énormément dans le label Ouverture internationale, par exemple. Alors, on reviendra sur quelques questions sur lesquelles on peut s'appuyer particulièrement pour pouvoir qualifier le label comme étant accessible et inclusif. Alors, construire la coéducation. Donc là, c'est tout le travail avec les familles et le partenariat avec les familles dans les établissements, développer la formation d'équipes pluridisciplinaires pour vivre l'accessibilité, penser une nouvelle organisation d'établissement pour le rendre de plus en plus universel, et puis concevoir les apprentissages accessibles. Donc, dans le label Ouverture internationale, on a effectivement ces 3 entrées, donc, que sont vivre l'ouverture au monde avec la question de l'implication de toute la communauté éducative, des partenariats internationaux et puis des partenariats aussi au sein de l'établissement même. La deuxième entrée étant de répondre aux enjeux de la formation intégrale de la personne, alors on va y revenir, et puis favoriser l'ouverture internationale par les langues et la mobilité. Alors, les 4, j'ai repris ici, mais vous les connaissez sans doute bien mieux que moi. Donc, les 4 thématiques qui permettent en tout cas à un établissement d'être labellisé, c'est la réflexion autour de l'apprentissage des langues. Alors, on reviendra sur quelques aménagements qui sont possibles pour pouvoir permettre à n'importe quel élève, indépendamment de ses caractéristiques, d'entrer dans cette dynamique de l'apprentissage des langues, le dialogue interculturel, la mobilité, donc internationale notamment, et puis l'écologie, la question de l'écologie intégrale qui est centrale. Alors non, ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vrai que ce sont des idées qu'on retrouve alors dans le projet de l'enseignement catholique, bien sûr, mais quand on reprend Laudato Si, on retrouve aussi cette question majoritaire liée à l'écologie intégrale et à la prise en considération de l'ensemble de la personne et de l'individu, bien plus que de l'élève uniquement, en tout cas. Donc l'éthique qui se cache derrière, on est bien sur une ouverture à tous avec l'idée de la mixité sociale et scolaire. Et donc la question qui se pose et qu'on pourrait en tout cas questionner dans le label ouverture internationale, même si on le sent, c'est comment est-ce que tous les établissements sont amenés
à entrer dans cette labellisation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une prise en considération de l'ensemble des élèves et de l'ensemble des établissements en fonction de leur territorialité et oui, de leur territoire, donc établissements plus ou moins rural, enfin urbain. Voilà. Est-ce que cette question de la mixité sociale et scolaire, elle est bien au centre et de pouvoir commencer à identifier des critères qui permettent de vérifier et de valoriser le travail qui est fait autour de l'accueil de tous les élèves, en tout cas, dans ces établissements. Et puis, l'autre point sur lequel on pourrait travailler, c'est l'accessibilité donc à tous. Est-ce que les établissements sont accessibles à tous avec la valorisation de toutes les compétences? Quand on a préparé ce webinaire, les questions qui m'ont été posées, portait sur, bah voilà, si j'ai un élève à mobilité réduite, si j'ai un élève en situation de handicap qui a une dyspraxie, une dyslexie, qui a un trouble du spectre autistique, etc., comment est-ce que je fais en sorte, comment je le prends en considération et que je prends en considération toutes ses compétences pour pouvoir lui permettre d'entrer dans le projet qui est le nôtre et en tout cas qui nous occupe ici. Donc, je vais donner quelques exemples ensuite. Donc, l'idée étant, dans ce webinaire en tout cas, c'est d'amorcer une réflexion qui permettra d'expliciter davantage les critères en termes d'inclusivité qui permettront la labellisation de tous les établissements, quels qu'ils soient. Alors, quand on pense accessibilité, on pense participation de tous, et donc c'est ce qui doit nourrir et être au cœur de la réflexion de la labellisation, enfin en tout cas du label, selon moi, par rapport à cette question d'accessibilité. Et donc la question, enfin voilà, j'ai identifié 5 questions phares qui pourraient amener à d'autres questions plus spécifiques, mais la première des questions qu'on pourrait se poser quand on pense le label, c'est est-ce que tous les élèves sont impliqués et est-ce qu'on permet à tous les élèves de participer au projet? Et si oui, de quelle manière? Est-ce que tous les élèves qui sont concernés par le projet, en tout cas quand vous êtes au moins dans le niveau 2 de la labellisation, est-ce qu'ils sont tous considérés de façon à pouvoir participer socialement, encore une fois, et activement aux apprentissages et au projet, en tout cas, qui est développé à travers cette labellisation? Donc ça, c'est la première question qu'on va se poser et qui va amener à d'autres questions, et notamment c'est si oui, de quelle manière? Alors sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir permettre à chacun, indépendamment de ses caractéristiques, d'entrer dans le projet qu'on propose? Et si oui, de quelle manière est-ce qu'on prend en considération l'ensemble des élèves et comment est-ce qu'on leur permet de participer réellement à ce projet? Donc là, je vous pose la question, est-ce que c'est déjà des choses que vous mettez en place et qui sont anticipées dans le projet et si oui, de quelle manière? Enfin, qu'est-ce que vous mettez déjà en place? En tout cas, c'est un des critères essentiels dans l'évaluation Hum. de la labellisation. Et je rajoute que c'est aussi un critère qu'on utilise dans un autre cadre qui est le projet initial, les trophées initiaux qui valorisent des initiatives de solidarité internationale. Et cette implication de tous les élèves et dans leur diversité Hum. sont des éléments qui comptent dans l'évaluation et la valorisation des projets. Oui. Oui, effectivement, à travers les projets dont j'ai pris connaissance, on voit que c'est quelque chose qui transparaît. Après, je me dis que peut-être qu'il serait intéressant d'aller plus loin dans l'établissement de critères qui permettent de dire, bon, bah voilà, là, par exemple, dans notre établissement, on a telle caractéristique, tel profil d'élèves qui sont scolarisés, et donc d'essayer d'identifier quelles sont toutes les caractéristiques d'élèves et même d'adultes, hein, mais on y reviendra après, qui sont scolarisés pour pouvoir s'assurer qu'on les prend en considération dans l'ensemble du projet. Là, quand on reprend les différentes thématiques qui font partie du label Ouverture internationale, peut-être essayer d'aller plus loin dans la critérisation, en tout cas, et des indicateurs qui permettraient de dire, bah oui, là, j'ai pris en considération l'ensemble des élèves pour telle ou telle raison parce que j'ai répondu à tel ou tel critère. Alors, si je prends par exemple l'apprentissage des langues, qui est un exemple
assez facile à illustrer. Comment est-ce que, par exemple, les élèves dyslexiques sont pris en considération dans cet apprentissage des langues? Si j'ai des élèves qui sont non-verbaux, qu'est-ce que je mets en place pour eux dans cette idée de monter en compétences dans les langues qui sont enseignées? Enfin, vous voyez, d'essayer d'identifier des choses un peu plus précises pour pouvoir permettre et s'assurer de la pleine participation des élèves. Alors, je leur donnerai quelques exemples après plus spécifiques. Euh, alors, deuxième question qu'on pourrait se poser liée au principe d'accessibilité que j'ai souligné tout à l'heure, c'est est-ce que les obstacles, alors non seulement les obstacles physiques, qui sont les plus faciles à anticiper, pour lesquels c'est le plus aisé en tout cas d'aménager, puisque on a des aménagements, enfin des handicaps qui se voient. Donc 80% des handicaps sont invisibles, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour ces 20% en tout cas de personnes à mobilité réduite, on trouve souvent des solutions dans les établissements pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et là, de se dire, j'ai des élèves en situation de handicap et par exemple en fauteuil roulant, ou alors des élèves qui ont été blessés, etc., et qui soit sont en fauteuil roulant, soit sont en béquille. Comment est-ce que s'il y a un projet de mobilité dans le cadre du label, je prends en considération ces caractéristiques-là? Est-ce que j'ai anticipé les aménagements en prenant contact, par exemple, avec les différentes structures dans lesquelles on va aller? Est-ce que si j'ai quelque chose qui arrive de manière impromptue avec un élève qui n'est pas en situation de handicap, mais qui se blesse un mois avant le départ, voilà, est-ce que j'ai anticipé tous les aménagements et toutes les réponses à pouvoir lui apporter? Alors, d'autres obstacles, donc cognitifs, sensoriels et pédagogiques. Est-ce que tous ces obstacles-là liés à l'accessibilité pédagogique, sensorielle, cognitive et physique ont été anticipés pour pouvoir y répondre sans être dans quelque chose de réadaptatif et a posteriori, en tout cas, pour lequel on arriverait ensuite? La question de l'anticipation, je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle est vraiment centrale dans cette question relative à l'accessibilité. Et en ça, je trouve qu'elle entre bien dans cette dynamique du label, puisque le label, quand on soumet en tout cas un dossier de candidature, effectivement, on voit bien que les critères permettent d'être anticipés. Donc peut-être qu'on pourrait essayer d'identifier des critères plus précis et des indicateurs plus précis sur lesquels les équipes pourraient se pencher pour pouvoir valoriser et témoigner de cette question-là. Et là, on toucherait aussi la formation des enseignants alors en situation, c'est-à-dire que le fait de travailler en partenariat et en coopération, en collaboration dans les établissements, ça permet aussi de se reformer aux questions en utilisant les compétences et les singularités de chacun. Autre question sur laquelle on peut s'appuyer par rapport à l'accessibilité, c'est est-ce que tous les acteurs, donc personnel OGEC, famille, enseignants, sont impliqués et pris en compte dans ce projet de labellisation? Comment sont pris en considération, par exemple, le personnel OGEC dans cette dynamique? À quel niveau? Enfin, voilà, d'essayer là aussi d'aller un peu plus loin dans les indicateurs qui permettent de dire, bah oui, ils sont tous impliqués et on les prend tous en considération. Est-ce que toutes les compétences sont valorisées? Alors là, on touche beaucoup, notamment à l'écologie intégrale, c'est-à-dire que est-ce que si un élève, par exemple non-verbal, n'est pas capable de travailler, ou en tout cas euh, à un instant T ou dans une dynamique particulière sur les langues, est-ce que je peux valoriser autrement ces compétences et quelles compétences je peux valoriser pour que malgré tout, ils puissent faire partie du projet et qu'il n'y ait pas une autocensure de la part des établissements en se disant, bah, là, on a des élèves qui ne peuvent pas entrer dans la dynamique parce que on a telle ou telle problématique. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir de façon à ce que chacun puisse s'impliquer dans le projet à part égale, même si on ne travaille pas sur les mêmes compétences. L'idée de l'accessibilité universelle, elle est bien de peut-être qu'on ne travaillera pas les mêmes objectifs pour chacun, mais pour chacun, on va travailler autour de compétences au service d'un projet commun. Et puis la dernière question, alors là, qui est majoritairement traitée, hein, ce n'est pas celle qui pose le plus de problèmes, c'est est-ce que les séances d'apprentissage sont rendues accessibles à tous et comment elles le sont? Donc, autant de questions, en tout cas, qui vont être le fil rouge de, de la réflexion autour de la labellisation. Alors, plusieurs
Donc, pour finir, j'ai évidemment pensé des choses plus concrètes qui vous parleraient davantage. Donc, par exemple, de quelle manière l'utilisation du numérique fait partie prenante des séances d'apprentissage? Est-ce qu'on a bien pensé, en tout cas, différents logiciels, alors, par exemple des logiciels de synthèse vocale, là, des logiciels qui permettent de lire des écrans pour les élèves qui en auraient besoin, l'application de traduction. Et alors, pourquoi ça répond à une question, à une philosophie d'accessibilité universelle? Bah, pour la simple et bonne raison que non seulement ça peut être utile à des élèves qui auraient des difficultés ou des troubles sensoriels, mais ça pourrait être aussi utile à d'autres à certains moments qui pourraient entrer dans cette dynamique-là sans pour autant avoir de handicap ou de troubles. La question de la formation des enseignants, alors elle est centrale évidemment dans toute cette question-là. De quelle manière est-ce qu'on a pensé la formation des enseignants pour qu'ils puissent répondre à cette question de l'accessibilité à tous les niveaux en tout cas? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises dans les établissements pour pouvoir les former à l'accessibilité universelle et à la gestion de l'hétérogénéité et de la diversité de tous leurs élèves dans les classes? Alors, d'autres pistes de travail, les cours de langue en ligne, par exemple, qui pourraient permettre d'aller plus loin pour certains et de monter en compétences pour d'autres, de pouvoir aussi travailler à d'autres moments, donc avec les élèves en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins. Est-ce que les ressources pédagogiques qui ont été pensées ont bien été adaptées? Alors, non seulement au niveau particulièrement pardon, au niveau des supports, supports visuels, auditifs, pour tout ce qui est accessibilité sensorielle notamment. Est-ce que la question de la variabilité des modalités d'enseignement a été pensée de la part des enseignants? Est-ce que, par exemple, on a bien des enseignants qui prennent en considération les différentes théories de l'apprentissage, par exemple, avec des modèles transmissifs, des modèles de socioconstructivisme. Enfin, est-ce qu'ils ont conscience de pouvoir et de devoir varier leurs modalités d'enseignement en fonction des besoins qui ont été repérés? Est-ce qu'il y a une veille pédagogique au niveau des pédagogies dites innovantes par rapport à toutes ces questions-là? Je pense à la coopération, je pense au tutorat, par exemple, à l'enseignement explicite, à la table d'appui. Est-ce que ce sont des choses qui ont été travaillées avec les enseignants pour pouvoir leur permettre aussi de varier leur enseignement au service de l'ensemble des élèves et donc qui leur permettrait ensuite de s'inscrire dans le projet de labellisation? Euh, alors, la question de la collaboration interprofessionnelle, est-ce qu'on utilise, entre guillemets, les partenaires avec lesquels on peut travailler pour pouvoir réfléchir justement sur les aménagements et les adaptations qui seraient possibles de mettre en place auprès des élèves dans la dynamique du label? Est-ce que ce sont des choses qui sont travaillées, qui sont pensées, qui sont co-réfléchies? Comment est-ce qu'on travaille avec les différents partenaires et professionnels au service justement d'un enseignement qui serait pensé de manière plus accessible? Est-ce qu'on travaille avec des partenaires dans la classe ou est-ce que les partenaires restent en dehors de la classe? Enfin, voilà, ce sont autant de réflexions qui méritent d'être pensées pour pouvoir penser et mettre en acte cette question de l'accessibilité universelle. Alors, support en braille, vidéo sous-titrée, voilà, il existe plein de supports, en tout cas, qui sont alors connus ou pas, mais qui sont au service et qui se développent de plus en plus pour pouvoir permettre à tous les élèves d'être inscrits dans cet enseignement accessible. Est-ce qu'on a des objectifs qui ont été identifiés et qui sont distincts en fonction des besoins? C'est ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que l'accessibilité universelle est là pour idée de se dire peut-être que tout le monde ne va pas apprendre au même moment les mêmes choses. Et est-ce que on a mis en place des situations qui permettent et des objectifs qui permettent à chacun, en tout cas, d'apprendre et de continuer à apprendre dans de bonnes conditions? Est-ce que toutes les compétences sont valorisées, alors tant sociales que scolaires, ou est-ce que uniquement les compétences scolaires sont valorisées? Donc là, c'est vraiment quelque chose à penser, notamment dans cette idée d'écologie intégrale. Alors oui, groupe de conversation, on peut aussi tout à fait envisager d'avoir des groupes de conversation, tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants et des différents partenaires, pour pouvoir réfléchir en comité restreint sur la manière de rendre accessible l'ensemble des savoirs pour tous. Et puis, dernière
pistes. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif et on pourrait largement réfléchir de manière plus détaillée dessus. Euh, donc le partenariat qui est mis en place, c'est ce qui permet bien de penser les aménagements en amont, donc avec la question de l'anticipation. Et donc par exemple, si on prend le projet Erasmus+, il existe des projets Erasmus+, qui sont à destination particulièrement, en tout cas des enseignants qui se posent la question par rapport à des programmes inclusifs, mais aussi des enseignants qui pourraient être en situation de handicap. Donc il y a des programmes qui sont spécifiques et spécifiquement liés à ces problématiques-là. Donc est-ce qu'ils en ont connaissance? Comment est-ce qu'on le travaille? Et est-ce que le partenariat qui est mis en place en amont le permet? Alors, les formations croisées, donc là aussi, c'est une piste de réflexion en tout cas. La recherche montre que il serait intéressant de faire des formations croisées entre les personnels et les professionnels du secteur médico-social et de l'éducation nationale de façon à pouvoir travailler autour de cette accessibilité en fonction des caractéristiques de chacun avec des professionnels qui ont une expertise qui pourrait être mise au service de l'expertise enseignante avec une idée de mutualiser alors entre les enseignants, mais aussi entre les établissements, et de voir comment la mutualisation, mais j'ai vu elle était pensée au niveau international, comment est-ce qu'on travaillait avec les autres établissements pour pouvoir mutualiser des pratiques dites accessibles. La mobilité virtuelle pourrait être aussi, en tout cas, une réflexion à avoir pour pouvoir permettre davantage de mobilité internationale sans pour autant avoir à se déplacer. Donc, comment est-ce qu'on utilise la vidéo? Mais là aussi, hein, j'ai vu que c'était déjà quelque chose qui était identifié. Alors, peut-être qu'on pourrait aller plus loin par rapport à des indicateurs d'accessibilité pour les élèves et pour les enseignants. Et puis une autre piste, c'est l'analyse de pratique. Comment et est-ce que les établissements s'inscrivent et permettent, dans les concertations par exemple, des temps durant lesquels on fait de l'analyse de pratique par rapport à une problématique qui a été identifiée dans le label et qui mériterait en tout cas d'être retravaillée ou d'être réfléchie au regard de l'évaluation pour pouvoir avancer dans ces questions-là et mutualiser, là encore, et faire usage de l'intelligence collective pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Et puis pour finir, est-ce que l'accessibilité est aussi pensée sur le temps périscolaire, c'est-à-dire que pour ces élèves en situation de handicap, comment est-ce qu'on travaille sur les temps de cantine, sur les temps d'études? Est-ce qu'on peut utiliser ce temps-là en utilisant les différents personnels pour pouvoir aller plus loin sur cette mise en accessibilité? Voilà, j'en ai fini avec les pistes. Donc, je finis avec trois citations, enfin trois éléments de réflexion. Alors, le premier, c'est l'éthique de l'école inclusive considère en chacun un commun et une vulnérabilité partagée, enfin, une vulnérabilité partagée. Donc, ça, Solveig l'a dit en préambule. La deuxième, c'est que dans un établissement, il y a certes des besoins spécifiques. Donc ça, c'était l'entrée qu'on avait jusqu'alors, mais il y a aussi des besoins partagés, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter majoritairement, qui nous permettent de penser qu'avec quelques entrées différentes, on va toucher un maximum d'élèves. L'idée est vraiment là de toucher un maximum d'élèves. Et puis, j'ai repris une citation du pape François qui nous rappelle que l'écologie intégrale, c'est une écologie qui n'exclut pas l'être humain. Et donc, en ce sens-là, on retrouve bien les problématiques et les idées liées à la scolarisation de tous. Voilà, je ne sais pas s'il reste du temps et j'espère que oui pour quelques questions. Oui, je voudrais juste faire un écho avec la question que Julie a évoquée sur Erasmus. Il y a un fascicule qui est produit par l'agence Erasmus qui s'appelle L'inclusion et la diversité dans le programme Erasmus+, et vous verrez si vous allez le chercher, surtout pour ceux qui ont des programmes, qui développent des programmes Erasmus. D'abord que la question de l'inclusion et de la diversité est le premier pilier, le premier axe porté par Erasmus, donc il y a quelque chose à ne pas oublier dans ces programmes-là. Et d'autre part, vous retrouverez exactement la même logique qui a été évoquée sur une entrée de la diversité, de l'accessibilité qui est très très large. Voilà. Donc maintenant, place aux questions. Pour ceux qui le souhaitent, est-ce qu'il y a des volontaires pour les questions? Manifestez-vous en levant les mains, la petite main du... euh, Ah, alors j'ai un iPhone 6 Berthaud. Ouais, je suis désolée. Et qui avait déjà posé des questions dans le chat, donc ce sont peut-être les mêmes. Oui, alors ouais, désolée, hein, je m'identifie Linda Berthaud, lycée Beau Séjour. Je suis là parce que mon chef d'établissement n'était pas disponible.
Voilà. Bienvenue. Alors, Euh, dites-nous. alors, effectivement, j'ai posé quelques questions dans le chat et d'ailleurs, c'est celles que je vais peut-être redire, mais si vous les avez lues, c'est bon, j'ai pas besoin de les répéter. Une question un peu technique sur une des manières aussi, est-ce que c'est valide finalement de penser l'inclusion en pensant l'hétérogénéité des groupes de travail et donc de favoriser l'entraide ainsi, où on fait gagner en compétences chacun, à condition de définir ce qu'on appelle l'aide. Oui, tout à fait. Euh, alors, je ne sais pas quelle est la question qui se cache derrière. Est-ce que c'est valide? Oui, oui, c'est valide de faire travailler les gens ensemble. Valide dans le sens, si jamais on est dans l'idée d'une critérisation avec évaluation de critères, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la mise en lien aussi, hein, forcément, aujourd'hui, de nos démarches avec une validation du label, par exemple. Puis en fait, derrière, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne solution, en fait? Valide, bien sûr. Alors oui, je ne peux pas dire le contraire. Oui, je pense que c'est une bonne solution, effectivement, que donner des indicateurs et des critères pour pouvoir permettre cette réflexion-là commune en équipe par rapport à la mise en accessibilité et qui va permettre, en tout cas au label, de penser davantage accessibilité qu'il ne le fait déjà. Oui. Et puis cette idée Non, d'être... c'est l'idée de groupe d'élèves, en fait. Oui. Donc, pour répondre à votre question, il y a quand même cette idée, on sort des logiques de protection pour aller vers une logique de participation des élèves. Je m'explique. C'est-à-dire que faire des groupes qui seraient des groupes, on met à part les élèves en grande difficulté scolaire ou allophones ou en situation de handicap, on n'est plus dans cette logique-là. Donc, cette logique que vous appelez mixité des publics, c'est-à-dire véritablement des pédagogies de travail entre pairs, de coopération, les pédagogies collaboratives, vont tout à fait dans le sens de l'accessibilité qu'a expliqué Julie. Là, Le maintenant, problème, c'est que parfois, nous, enseignants, on ne sait pas toujours comment penser l'aide et comment, vous voyez, dire sans stigmatiser personne, parce que effectivement, comme vous disiez, tous les handicaps ne sont pas visibles et ils n'ont pas besoin de l'être les uns pour les autres. Mais ça va être dans le naturel de ce que chacun sent qu'il peut apporter, mais avec des petites lignes rouges, quoi. Aider, ce ne sera pas de faire ci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, je n'arrive pas, enfin, nous n'arrivons pas nécessairement à penser comme une sorte de document guide de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est peut-être trouvable quelque part, et pour vous, c'est sans doute très évident, ce qui n'est pas nécessairement pour nous. Est-ce qu'on peut trouver ça quelque part? Il y a différents travaux qui travaillent autour de la coopération. Là, je pense notamment à Sylvain Connac, aux travaux de Sylvain Connac, à ceux de Vincent Fayet qui travaillent sur l'enseignement mutuel. Donc, Sylvain Connac sur la coopération et la différenciation pédagogique. Donc, en fait, l'idée de l'accessibilité, c'est vraiment de sortir de cette logique, comme le disait Solveig, de protection pour entrer dans cette logique de participation. Et plus on va penser en amont les obstacles que peuvent rencontrer les élèves, plus, en fait, ça va être à eux de s'inscrire dans la logique et dans les enseignements que vous allez leur proposer. C'est-à-dire que ça va de pair avec l'idée de permettre aux élèves de prendre conscience de leur fonctionnement cognitifs et de leurs propres besoins pour pouvoir y répondre par rapport à ce que vous leur proposez. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place aujourd'hui de la part des enseignants, puisqu'on est encore dans quelque chose d'assez vertical malgré tout. Et l'enseignement explicite, il a aussi cette vocation-là que de permettre à l'élève de prendre lui-même conscience de ce dont il a besoin pour pouvoir aller chercher les réponses que vous aurez proposées en fonction de ces besoins-là. Et Oui, tout à fait. Et en c'est en termes ça que vous allez économiser du temps, puisque vous allez, en tant qu'enseignant, vous retrouver, alors là, je reprends les propos de Vincent Fayet, non pas metteur en scène ou acteur de votre enseignement, mais régisseur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pensé en amont l'ensemble des aménagements que peuvent rencontrer n'importe quels élèves, on s'affranchit vraiment de la classe que vous avez, le principal travail qui va être le vôtre, ça va être de leur permettre, comme un chef d'orchestre, en fait, en cours de réalisation, de dire bah voilà, là, tu aurais plutôt besoin de ça ou plutôt besoin de ça, et vous de vous mettre à disposition des élèves qui en auraient le plus besoin pour pouvoir être au plus proche des élèves les plus vulnérables et les plus fragiles, en fait. Et Oui, la bien sûr. coopération, elle va être au service de ça aussi, puisque le tutorat va vous permettre à vous de faire le pas de côté et de vous rendre disponible pour d'autres.
Mm. Voilà. Oui, oui, Après, au tout à niveau fait. en termes de petits fascicules, bien sûr, quand vous regardez sur Internet, vous tapez CUA, Conception universelle des apprentissages, vous avez des fascicules, mais ma conviction est que rien ne remplace, Mm. et je crois que c'est présent dans toutes les régions pour l'enseignement catholique depuis cette année, il y a une petite formation pour l'initiation aux pratiques de l'éducation inclusive. Je crois que Julie, tu le fais aussi du côté Oui. de tes deux ISFEC, où vraiment, c'est vraiment une initiation, mais qui permet à tous les enseignants, hein, pas du tout réservé au contraire aux enseignants spécialisés, mais à tous les enseignants, d'avoir vraiment des réflexes, des kits et une réflexion de pensée d'accessibilité pour tous les élèves. Il faut Voilà savoir une que des c'est pistes. quelque chose d'assez récent dans le paysage éducatif et que je vous parlais en préambule du fait que j'avais monté donc 2 groupes de recherche-action où on met en place cette accessibilité dans les classes et où on réfléchit sur comment est-ce qu'on la met en place. Et là, le travail coopératif, il est absolument essentiel et comment on permet aux enseignants de réfléchir par rapport à une situation concrète. Voilà, je mène telle ou telle séance, comment est-ce que je vais la rendre accessible à tous? Et donc, la logique dans le label, en fait, ça va être la même. C'est de se dire, bah voilà, par rapport à ce projet-là et à cette action-là que je mets en place dans le label et qui permet de valoriser notre travail et d'entrer dans cette dynamique, comment est-ce que je la pense accessible à tous? Et en fait, c'est pour ça que là, je suis restée assez générale parce que ça mériterait de prendre un dossier et de se dire, bon, ben, allez, on se pose, on a cette thématique-là qui entre, pour nous en tout cas, ça a été valorisé dans la labellisation. Maintenant, comment est-ce que je la pense de manière accessible à l'ensemble des acteurs? Et à élèves, mais pas que, hein, on est bien sur quelque chose de beaucoup plus large par rapport à la communauté éducative. Très bien, je vois que le temps passe, alors je pense vous avez certainement d'autres questions. Vous avez eu l'information sur cette soirée peut-être par Véronique Borocco, par le label, l'adresse mail du label international, enfin de l'ouverture, oui, de l'ouverture internationale. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser aussi par ce biais-là, de façon à ce qu'on puisse ne pas s'éterniser ce soir, mais qu'on puisse quand même vous répondre. Voilà. Alors le moment, à moins qu'il y ait une question urgente, non, je vois pas Mais de du coup, main. pour les autres questions, est-ce que ultérieurement, il pourrait y avoir des petites réponses qui seront apportées? Oui, oui, oui. Vous nous posez vos questions, puis on verra comment on peut les transmettre à Solveig et Les à questions qui Julie. sont sur le chat ou comme vous nous dites là? Comme je vous dis là. Ah, d'accord, parce Et, que moi, je suis juste une enseignante en fait, donc ce sera plutôt mon chef d'établissement qui a accès à ce que vous me dites, non? ben dans ces cas-là, vous lui demandez de vous Ouais, transmettre le lien, l'adresse Internet, ok. l'adresse mail. Et puis Je vous d'autre part, mets, je vous vous, mets, pardon, dans le chat mon adresse mail si vous voilà, avez très des bien, questions. super. Et ce que je propose de faire, c'est aussi d'envoyer une courte bibliographie ou des courtes capsules Très vidéo bien. qui permettent aussi d'illustrer cette question relative à l'accessibilité. Avec le replay, tout à fait. Voilà, de toute Merci. façon, le replay, vous allez recevoir le lien pour le replay et avec effectivement les compléments de cette soirée. Voilà. Notre prochaine rencontre dans un mois sera sur la question de l'école primaire et le label Ouverture internationale. C'est un sujet aussi important parce que c'est une autre forme de rendre le label accessible à tous. Ça a été notre volonté dès le départ, que le label ne soit pas réservé uniquement aux très grosses institutions avec des centaines d'élèves, mais que des écoles primaires de 5 classes, et je pense à une en particulier en Bretagne, qui est très innovante dans ses pratiques d'ouverture internationale et d'ouverture à l'autre. Voilà, de permettre à tout le monde, y compris les écoles primaires, qui peuvent parfois se sentir ou s'exclure elles-mêmes du dispositif, de leur permettre de vivre quelque chose de cette ouverture. Donc, dans un mois, ce sera sur cette thématique-là et vous recevrez les infos via les commissions locales comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup de votre participation à toutes et à tous. Merci encore à Julie et à Solveig, beaucoup. Merci Solveig et Julie. Et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.